Bonjour et bienvenue sur La Voie de l'Être, l'émission qui vous invite à un voyage intérieur à la découverte de vous-même. Je suis Alex Béochat, psychopraticien, énergéticien et numérologue, et je suis heureux de vous accompagner dans cette exploration passionnante où nous allons apprendre à mieux nous connaître et à comprendre notre fonctionnement. Dans chaque épisode, nous aborderons des thématiques essentielles pour libérer nos blocages, retrouver notre vraie nature et nous réaliser pleinement. Ensemble, nous allons redécouvrir notre potentiel d'être énergétique et multidimensionnel et apprendre à travailler en harmonie avec l'univers et notre âme. Ce cheminement est une invitation à devenir acteur de nos vies, à nous épanouir dans notre authenticité et contribuer ainsi à faire tourner le monde un peu plus rond. Alors que vous soyez en quête de réponses, de sérénité ou simplement curieux d'en savoir plus sur vous-même, ce podcast est fait pour vous. Installez-vous confortablement, ouvrez votre esprit et votre cœur et laissez-vous guider sur la voie de l'être. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Voie de l'Être. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir ce qui se cache derrière nos relations avec les autres. Que ce soit avec nos proches, nos amis, nos collègues ou même simplement avec des inconnus croisés au détour d'un chemin, nos relations façonnent nos vies bien au-delà de ce qu'on imagine. Alors pourquoi les relations occupent-elles une place si importante ? Est-ce simplement parce que nous sommes faits pour vivre en société ? Ou est-ce qu'elle cache un potentiel beaucoup plus profond, une sorte d'invitation à mieux comprendre qui nous sommes et ce que nous voulons devenir ? Les relations humaines ne sont pas de simples interactions. Elles sont des ponts, des miroirs, des terrains fertiles où vont se croiser nos forces et nos faiblesses, nos blessures et nos aspirations. Que ce soit avec nos amis, notre famille, nos partenaires ou même des inconnus, chaque lien que nous allons tisser va porter en lui une part de transformation. Les relations nous aident à comprendre, à guérir, à évoluer. Mais elles nous mettent aussi face à des défis, parce qu'elles vont questionner nos limites, bousculer nos certitudes et parfois nous confronter à nous-mêmes. Dans cet épisode, je vous invite à poser un regard nouveau sur vos relations. Quelle est leur véritable place dans votre vie ? Que révèlent-elles de vous ? Et comment pouvez-vous les nourrir pour qu'elles deviennent non seulement des espaces de partage, mais aussi des leviers puissants pour votre épanouissement ? Nous allons plonger ensemble dans ce qui se cache derrière nos interactions. Ce fameux miroir relationnel où l'autre nous reflète parfois des vérités qu'on n'a pas vraiment envie de voir. Nous parlerons aussi de ces énergies subtiles qui circulent dans chaque rencontre et de tout ce que les relations peuvent nous apprendre sur nous-mêmes. Et puis il y a les défis parce que oui, les relations peuvent être aussi confrontantes, parfois même douloureuses, mais si on les regarde différemment, ces moments de tension ou d'incompréhension peuvent devenir de véritables tremplins pour guérir et grandir et mieux se comprendre. On discutera aussi de ce que signifie être dans un partenariat conscient où chaque lien va devenir un espace pour apprendre et co-créer ensemble. Sans oublier bien sûr les relations difficiles, celles qui nous challengent, qui vont appuyer sur nos zones sensibles, mais qui en même temps peuvent révéler des choses essentielles sur notre fonctionnement intérieur. Enfin, on verra comment nourrir des relations épanouies en accord avec ce qui compte vraiment pour nous. Et on parlera aussi de ces moments de séparation parfois si douloureux, mais qui en y regardant d'un peu plus près peuvent être une incroyable opportunité de transformation. Parce qu'au fond, tout commence par la relation que l'on entretient avec soi-même. Alors que vous soyez en quête de relations plus profondes, que vous traversiez une période difficile, ou que vous souhaitiez simplement mieux comprendre ce qui se joue dans vos liens, cet épisode est une invitation à réfléchir, à ressentir et à grandir. Parce qu'au fond, chaque relation va être une opportunité d'évolution pour soi, pour l'autre et pour le monde que nous construisons ensemble. Les relations humaines sont au cœur de notre existence. Chaque jour, nous entrons en contact avec des personnes, alors parfois très brièvement et parfois pour de longues périodes. Certaines personnes croisent simplement notre chemin, un petit peu comme les figurants dans un film, alors que d'autres vont occuper des rôles principaux. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'aucune rencontre n'est vraiment laissée au hasard. Chacune d'elles, qu'elle soit courte ou durable, va porter en elle un sens, une leçon et un message. Et d'ailleurs, c'est dès notre naissance qu'on est plongé dans le monde des relations. Alors avec nos parents d'abord, nos proches, nos amis, et plus tard à travers nos relations professionnelles ou amoureuses, et ces liens vont nous nourrir, nous façonner et nous pousser à évoluer. Parce que les relations, elles sont au fond un besoin fondamental qu'on a. Elles vont répondre à notre instinct de survie, bien sûr, mais elles vont aussi bien au-delà.
elles sont quelque part un petit peu le moteur de notre croissance émotionnelle et spirituelle. Elles vont nous ancrer dans une sorte de dynamique sociale et nous donner surtout le sentiment d'appartenir à quelque chose de plus grand, tout en nous offrant finalement un miroir pour explorer qui nous sommes réellement. Parce que sans l'autre, comment savoir réellement qui nous sommes ? Et c'est face à l'autre en fait que nous apprenons à nous définir, à reconnaître nos limites, nos forces et nos vulnérabilités. Et c'est à travers du coup les relations qu'on apprend à exprimer nos besoins, à poser des limites et à prendre notre place pour trouver notre équilibre. Mais pour autant, toutes les relations ne sont pas destinées à durer ni à être profondes. On n'est d'ailleurs pas fait pour entretenir des relations intimes ou significatives avec tout le monde, et ça c'est plutôt une bonne chose. Parce que vouloir être proche de tout le monde, c'est souvent chercher à être accepté ou aimé à tout prix. Mais ça peut rapidement devenir épuisant et surtout nous déséquilibrer, voire nous faire perdre notre identité profonde en cherchant à nous fondre dans les relations. Alors, certaines relations vont être éphémères, un petit peu comme des passages éclairs dans nos vies. Et ces rencontres qui sont brèves, bien qu'intenses parfois, ne sont finalement pas forcément destinées à durer éternellement. C'est un peu des relations qui sont comme des étoiles filantes. Elles vont illuminer un instant, laisser une trace et puis disparaître. On va prendre un instant pour réfléchir à tout ça. Combien de fois un échange anodin, un sourire ou même une parole fugace ont-ils pu marquer votre journée, voire même changer votre perspective ? Alors, je vais prendre un exemple concret. Imaginez une personne que vous allez croiser brièvement dans une librairie et qui vient vous accoster. Elle vient vous parler d'un livre qu'elle a adoré et qui a changé sa vie, et vous finissez par l'acheter, et il se trouve qu'en lisant ce livre finit par quelque part transformer votre perspective de vie. La rencontre en elle-même, elle est courte, mais en fait elle agit comme un déclencheur, un petit peu comme un petit coup de pouce du destin. Mais vous voyez, ces rencontres qui sont apparemment fortuites, elles sont jamais vraiment vides de sens. Même les inconnus qu'on croise dans la rue ou les personnes qu'on rencontre dans un contexte banal, au supermarché, à un arrêt de bus, elles vont participer quelque part à tisser la trame de notre existence. Parfois même avec une phrase entendue par hasard, cette phrase va finir par résonner un petit peu comme un écho profondément en nous et nous inviter à voir les choses différemment. Et bien ces moments éclairs, c'est autant de petits éclats d'expérience qui viennent nous enrichir. Après d'autres relations qui sont bien plus longues, elles sont également là pour venir remplir un rôle spécifique dans nos vies. Certaines relations vont nous soutenir dans des moments difficiles, tandis que d'autres vont finalement nous confronter à nos zones d'ombre. Et ces liens qui parfois sont complexes, voire même toxiques, ils sont en réalité d'une immense richesse. Pourquoi ? Parce qu'ils nous poussent à travailler sur nous-mêmes, à relever des défis, à affronter nos peurs ou nos blessures. Une relation douloureuse, elle peut venir nous apprendre à poser des limites, à nous respecter davantage, ou encore à guérir des blessures profondes comme celles liées à l'abandon ou au rejet. Dans une perspective un peu plus spirituelle, le concept de contrat d'âme apporte une lumière nouvelle sur ces interactions. Selon cette vision dont je vous avais déjà parlé dans l'épisode 6 à travers les yeux de l'âme, une nouvelle vision de la vie, chaque rencontre serait bien plus qu'un simple hasard. Avant notre incarnation sur Terre, en fait, on aurait passé des accords. On aurait fixé des missions avec d'autres âmes dans le but d'évoluer ensemble. Et ces contrats d'âme vont se manifester tout au long de notre vie sous forme de relations et d'expériences qui semblent parfois tomber de nulle part. Et pourtant, même les rencontres les plus anodines pourraient au final faire partie d'un plan bien plus vaste qui dépasse notre compréhension immédiate. Alors, dans ce cadre de l'âme, je vous en avais parlé dans l'épisode 6, les relations qu'on va appeler karmiques vont illustrer parfaitement cette idée. Ces rencontres, elles sont marquées par une connexion inexplicable, en tout cas pour notre cerveau, et souvent avec une intensité particulière, comme si on semblait presque prédestiné à se retrouver. Pour autant, c'est un peu comme si elles portaient le poids d'un bagage venu d'ailleurs, d'une autre vie. Alors, leur rôle, finalement, c'est de venir nous secouer, de nous confronter à des blessures anciennes. Dans quel but ? Pas celui de nous ennuyer, en fait, mais celui de nous inviter à libérer nos poids et à résoudre des situations qui sont restées un petit peu en suspens. Alors, ces relations, elles sont souvent bouleversantes, et pour autant, elles ont vraiment la capacité de nous transformer en profondeur. Mais les contrats d'âme, comme j'en avais parlé, ne se limitent pas à des connexions intenses de relations karmiques qu'on est venu retrouver dans cette vie pour régler un karma. En fait, une relation difficile avec un collègue ou même simplement un conflit récurrent avec un membre de la famille, ça pourrait également être le fruit d'un accord, d'un pacte, d'un contrat d'âme. Et dans cette perspective, en fait, les âmes se sont engagées, avant même leur incarnation, à se rencontrer et à se confronter pour grandir ensemble. Alors, chaque défi relationnel, dans ce cadre-là, devient
une opportunité de transcender des schémas émotionnels anciens ou d'apprendre des leçons spirituelles importantes. Du coup, quand on adopte cette vision, chaque lien qu'on tisse prend un sens nouveau. Qu'il s'agisse d'une relation qui nous réconforte, qui nous confronte ou qui nous bouscule, au final, il s'agit toujours d'une invitation à apprendre, à évoluer et à guérir. Et du coup, même les interactions les plus complexes vont devenir des étapes précieuses sur le chemin de notre transformation intérieure. Alors après, heureusement, toutes les relations ne vont pas être là juste pour nous confronter ou nous permettre de guérir et de nous réparer. Certaines sont juste de véritables cadeaux. Elles vont nous élever, nous soutenir, nous inspirer, comme une amitié sincère, un mentor, un partenaire amoureux qui croit en nous. Ces relations-là, elles vont être finalement un peu nos piliers, des forces sur lesquelles on va pouvoir s'appuyer. Et aussi, elles nous rappellent qu'on n'est jamais vraiment seul, qu'il y a toujours une main tendue, un regard bienveillant pour nous accompagner sur notre chemin. Finalement, ce qui va compter, ça va pas être tant la quantité de relations que nous avons, mais plutôt leur qualité et leur profondeur. Et chaque lien qu'on va créer, même s'il est temporaire, va nous offrir une opportunité d'évolution. Parce que les relations, ce ne sont pas de simples interactions. C'est des espaces où on peut grandir, où on apprend à mieux se comprendre et à mieux comprendre le monde. Elles vont nous inviter à nous poser des questions essentielles. C'est qui suis-je dans cette relation ? Qu'est-ce que l'autre me renvoie ? Que puis-je apprendre de cette relation ? Si on le voit un peu comme ça, chaque rencontre, qu'elle dure un instant ou une vie, en fait, c'est une occasion d'évolution. Et c'est là que réside toute la richesse des relations humaines. Parce qu'elles sont des miroirs qui nous permettent de nous voir sous un autre angle, de découvrir des parties de nous qu'on ignorait complètement, et puis surtout de grandir. Dans chaque relation, il y a moi et puis l'autre. Et l'autre, en fait, c'est cet alter ego, cet autre moi, et c'est lui qui va porter le miroir, qui va nous renvoyer en fait une image précieuse de nous-mêmes. En observant ce reflet, on va pouvoir découvrir des facettes qu'on ne soupçonnait même pas chez nous, des parties de nous qui vont demander à être éclairées, comprises ou simplement soignées. Alors, les attitudes, les paroles et même les silences de l'autre vont finalement agir comme des révélateurs pour nous. Ce qui va nous toucher dans ces interactions, qu'il s'agisse d'une remarque qui nous blesse ou d'une absence qui va nous peser, c'est souvent le signal de ce qui manque en nous, ou de nos blessures qui sont encore ouvertes, ou encore de zones d'ombre qui sont prêtes à être mises en lumière. Et c'est une chance extraordinaire qu'on a pour grandir. Et en ce sens, finalement, les relations vont fonctionner finalement un peu comme des miroirs vivants. Elles vont refléter nos forces, mais aussi nos vulnérabilités. Elles vont projeter nos désirs les plus profonds et nos peurs les plus tenaces. Un petit peu comme si chaque échange devenait une invitation à nous regarder en face et à faire un pas de plus sur le chemin de notre évolution personnelle. Alors, ce processus, il est parfois inconfortable et pourtant il est profondément transformateur. Pourquoi ? Parce qu'à travers le miroir que nous tendent les autres, nous avons réellement l'opportunité d'aller au-delà de nos limitations, de guérir nos blessures et de révéler notre potentiel authentique. Parce que les relations ne se contentent pas de connecter deux êtres, en fait, elles dévoilent des vérités sur nous-mêmes. Alors, prenons un instant pour observer ce que ces reflets peuvent nous montrer. Souvent, en fait, ce qu'on admire chez les autres, par exemple leur générosité, leur force, leur intelligence, ça va refléter des qualités qu'on porte déjà en nous, mais qu'on n'a pas encore pleinement reconnues ou alors pas encore osé développer. Parfois, il s'agit également de qualités ou de compétences qui nous font défaut, mais qui, loin d'être des manques en nous, en fait, se révèlent comme des complémentarités. Un petit peu comme si on pressentait instinctivement que cette qualité chez l'autre viendra sublimer ce que nous possédons déjà, et réciproquement. Et ces différences vont alors venir enrichir les relations et les transformer en véritable co-construction où chacun va pouvoir apporter sa pièce unique au puzzle. A l'inverse, ce qui nous irrite, ce qui nous blesse et nous met mal à l'aise chez l'autre, va agir quelque part comme un signal. Ces déclencheurs émotionnels, comme par exemple une remarque désobligeante ou encore une attitude insupportable, ne sont pas de simples provocations de la part de l'autre. En fait, ils révèlent souvent des blessures intérieures qu'on porte. Un sentiment de rejet, une peur de ne pas être à la hauteur, une sensation de ne pas être respecté, de ne pas avoir notre place, ou encore des schémas répétitifs qu'on n'a pas encore identifiés. Et ces moments d'inconfort, ce ne sont pas des attaques, mais plutôt des rappels. Ils viennent appuyer, bien sûr, là où ça fait mal, mais pas pour nous accuser, mais plutôt pour explorer nos fragilités et nous inviter à guérir. En fait, ce miroir relationnel, il nous rappelle que ce que nous vivons dans nos relations, c'est souvent une projection de nos propres croyances et de nos propres blessures. Les projections vont jouer un rôle clé d'ailleurs dans cette dynamique relationnelle. On a tendance souvent à attribuer à l'autre ce qu'on n'ose pas reconnaître en nous-mêmes. Et ces projections, qu'elles soient aussi bien positives ou négatives, c'est des véritables outils de croissance qu'on peut utiliser.
Parce qu'en les identifiant, on peut alors mieux comprendre nos attentes, mais aussi remettre en question nos croyances, et notamment les croyances qui nous limitent, pour pouvoir enfin les dépasser. Alors, dans ce jeu de reflets, il est quand même essentiel de comprendre que l'autre n'est pas là pour nous compléter. Pourquoi ? Simplement parce qu'on est déjà entier. Par contre, il va agir comme un miroir révélateur qui nous renvoie ce qui demande à être équilibré en nous. Par exemple, si on a une remarque qui nous blesse profondément, c'est pas tant la personne en fait qui nous a blessés qui va provoquer cette forte émotion, mais plutôt la résonance que la parole de la personne va avoir avec une fragilité qui est déjà présente en nous. Et ça, ce sont des blessures qui nous appartiennent d'explorer. Souvenez-vous qu'en tant qu'être énergétique, on attire à nous ce qui vibre sur la même fréquence. Aussi, ce que peut nous renvoyer une relation, c'est exactement ce que nous vibrons et aussi ce dont nous avons besoin. Nos relations sont donc des terrains d'apprentissage formidables. Elles vont nous confronter à nos schémas répétitifs, nous pousser à mieux nous connaître. Pourquoi est-ce que je suis toujours attiré par ce type de personne ? Pourquoi est-ce que je suis touché par telle parole ? Pourquoi cette situation m'agace-t-elle autant ? Eh bien, toutes ces questions, c'est le début d'un travail intérieur qui nous aide à décrypter nos attentes, nos besoins et parfois même nos insécurités. Travailler sur soi à travers ces relations, ça demande de l'observation, mais aussi beaucoup de bienveillance. Plutôt que de juger nos réactions ou nos émotions, je vous invite à les accueillir, comme on l'a vu dans l'épisode sur les émotions, et les accueillir comme des indicateurs précieux. Ça permet de se poser les questions. Mais pourquoi cette remarque m'a-t-elle blessé ? Pourquoi cette personne m'intimide-t-elle ? Parce qu'au final, derrière chaque émotion forte se cache une vérité sur nous-mêmes et donc une opportunité de grandir. Maintenant, si vous repensez à une relation qui a pu susciter chez vous un inconfort ou même éveiller une émotion intense, avec cette nouvelle compréhension du jeu de miroir, qu'est-ce que vous pouvez en tirer sur vous-même ? Est-ce que vous pouvez envisager la situation autrement, non pas en focalisant sur le comportement de l'autre, aussi irritant soit-il, mais en explorant ce qu'il révèle sur vous et surtout ce qu'il peut vous enseigner ? Cette introspection qu'on peut avoir avec les relations doit pour autant pas devenir une source de dureté envers nous-mêmes. Elle va nous demander au contraire de l'autocompassion. En nous regardant avec douceur et en acceptant nos fragilités, on va pouvoir créer enfin cet espace intérieur où la guérison peut se produire. Cette attitude bienveillante envers nous-mêmes va permettre de transformer nos relations en un lieu de croissance où il ne s'agit pas de vaincre ou de dominer, mais plutôt de coévoluer. Après, il va être aussi essentiel de se rappeler que le miroir relationnel fonctionne dans les deux sens. Parce que si les autres nous renvoient une image de nous-mêmes, nous leur renvoyons également une part d'eux. Du coup, quand une remarque vous est adressée et qu'elle ne suscite ni émotion particulière ni agacement, et qu'en toute honnêteté avec vous-même, vous ne vous sentez absolument pas concerné, il n'est pas impossible, voire il est même fortement possible dans ce cas que vous ayez simplement été le miroir de l'autre. Adopter une attitude indulgente et une perspective empreinte d'empathie peut alors tout changer pour l'autre. Reconnaître qu'il agit aussi à partir de ses propres blessures et de ses projections va permettre de désamorcer parfois les tensions. Et cette compréhension réciproque va ouvrir la voie à des relations plus authentiques, fondées sur le respect et l'acceptation mutuelle. Donc vous voyez, les relations dans leur complexité, elles deviennent nos plus grandes alliées en fait. Elles nous invitent à explorer nos profondeurs, à réajuster nos croyances, à grandir. Et à travers le miroir relationnel, on découvre un outil finalement puissant qui est capable de nous mener vers une version de nous-mêmes beaucoup plus alignée et plus lumineuse, et surtout profondément connectée aux autres comme à notre propre vérité. Alors on va aborder maintenant ce qui se passe lorsqu'on rencontre quelqu'un. En fait, lorsque deux êtres se rencontrent, il se produit un échange subtil et puissant, une sorte de dynamique qui se déploie sur différents niveaux de conscience. Et ces interactions, qu'elles soient fugaces ou qu'elles soient durables, elles ne se limitent pas à un simple croisement de chemin. En fait, elles englobent une riche palette d'expériences qui va toucher à la fois le corps, le cœur, l'esprit, et même et aussi surtout l'énergie qui nous entoure. Tout commence généralement plutôt sur le plan physique, lorsque les corps matériels se rencontrent. C'est d'abord en fait par les sens que la connexion va s'établir. À ce moment-là, la vue et l'ouïe qui sont souvent en première ligne, avec un regard, un sourire ou l'intonation de la voix. Mais il y a d'autres sens qui peuvent rentrer en jeu, comme l'odorat, qui va déclencher parfois une sorte de mémoire inconsciente, ou encore le toucher, quand on serre une main par exemple, qui est capable de transmettre des émotions puissantes juste par ce simple contact. Et ces premiers instants vont poser la base d'une sorte de reconnaissance mutuelle, d'une prise de contact essentielle qui ouvre la porte à des niveaux de relation qui pourront être plus profonds par la suite.
Rapidement, voire même de façon simultanée, cette rencontre va s'étendre au plan émotionnel. C'est-à-dire que chaque interaction va activer aussi en nous des émotions spécifiques. On peut se ressentir une forme d'apaisement, de la curiosité, une attirance ou au contraire même un rejet ou un agacement sans trop savoir pourquoi. Et ces réactions, en fait, elles sont jamais anodines. Elles révèlent souvent des blessures qui peuvent être enfouies ou des besoins non exprimés. Par exemple, si on reprend la poignée de main, une poignée de main hésitante, ça peut réveiller en nous un sentiment d'insécurité, ou un éclat de rire partagé peut venir apaiser une tension qui était latente en nous. Voilà. Souvenez-vous, ce qu'on avait exploré dans nos réflexions sur les émotions dans l'épisode, en fait, ce sont des messagers, des indicateurs précieux qui vont traduire nos ressentis profonds. Donc chaque rencontre, qu'elle soit agréable ou inconfortable, finalement, elle agit comme un miroir qui reflète aussi une part de nous-mêmes et qui nous donne des messages décodés à travers nos émotions. Ensuite, si la relation évolue dans le temps, le mental va rentrer en scène. À travers les échanges verbaux et les discussions qu'on va pouvoir avoir avec l'autre, ça va être nos croyances, nos jugements, nos conditionnements qui vont finalement se rencontrer. Et c'est souvent, malheureusement, à ce niveau-là que les incompréhensions commencent à émerger et que l'ego va chercher à se protéger ou à défendre son territoire. Mais c'est aussi une occasion précieuse de dialogue constructif et d'apprentissage mutuel et parfois même de remise en question. Les mots vont devenir alors un peu comme un outil pour tisser des liens plus solides ou au contraire pour révéler des défis à surmonter. Maintenant, au-delà de ces interactions visibles, avec le corps matériel, avec le mental, enfin voilà, nos égos, eh bien, il existe un niveau plus subtil encore qui est celui de l'énergie. Parce qu'à chaque rencontre, en fait, nos champs énergétiques vont entrer en contact, qu'on en soit conscient ou pas. Alors, vous avez peut-être déjà sans doute ressenti une sorte de tension inexplicable quand vous êtes rentré dans une pièce où l'atmosphère était lourde, ou à l'inverse un sentiment de légèreté en présence d'une personne qui pouvait être positive et rayonnante. Eh bien, ces flux énergétiques qui circulent en nous, ils influencent profondément la qualité de nos relations. Nos vibrations personnelles vont être influencées par nos émotions et notre état d'esprit, et elles interagissent avec celles des autres, qui créent du coup des résonances soit harmonieuses, soit dissonantes. Et chaque interaction va donc laisser une sorte d'empreinte énergétique en nous, dans nos propres énergies. Après, quand une rencontre devient un peu plus profonde ou plus significative, ou alors quand on croise une âme sœur ou une relation karmique, eh bien, il y a un lien énergétique particulier qui se crée, ou qui parfois même, plutôt que se créer, plutôt qu'il se réactive, s'il s'agit d'une connexion qui était prévue par un contrat d'âme. Et ce lien, il va agir un petit peu comme une corde invisible qui unit les deux êtres et qui est tissée d'une sorte d'énergie subtile mais très puissante. Alors souvent, ces liens existent avant même la rencontre physique, et ils demeurent latents en fait jusqu'à ce que le contact conscient vienne les éveiller. Et c'est sans doute pour ça qu'on ressent parfois une connexion immédiate et inexplicable avec certaines personnes. Pour mieux comprendre, on pourrait comparer ce lien à celui qui relie une mère à son enfant. Une sorte de fil invisible qui va transcender le temps et la distance. Et une fois activé, ce lien reste présent et actif tant qu'il est nécessaire, en nourrissant et en soutenant la relation, même lorsque les deux êtres sont éloignés physiquement. Vous savez, il y a un petit peu cette mère qui finalement sait comment va son enfant, quelle que soit la distance, et même si elle ne l'a pas contacté, on va dire physiquement ou par la parole, par le verbal. Cette connexion, elle va nous montrer que bien au-delà des apparences, nos relations, elles sont finalement empreintes de forces subtiles qui vont nous relier à des niveaux profonds et intemporels. Alors, je vais juste vous parler en aparté de la relation sexuelle parce que ça mérite quand même une attention particulière. Parce que l'acte sexuel, bien au-delà de la fusion des corps, c'est aussi une fusion des énergies. Au moment précis, en fait, où les corps rentrent en contact, les états émotionnels et vibratoires des partenaires vont s'entrelacer également. Et ce partage énergétique est puissant et surtout il est durable. C'est-à-dire que les énergies échangées restent avec nous bien après l'acte, parfois des jours ou des semaines. Ça signifie quoi ? Ça signifie que les énergies des relations sexuelles passées peuvent venir influencer celles du présent. Alors, peut-être pas les relations sexuelles passées avec des partenaires d'il y a 5 ans ou d'il y a 10 ans, mais si vous êtes un petit peu dans le multipartenaire, il faut savoir que vous avez en vous les énergies des relations passées. Un petit peu finalement comme une empreinte invisible, mais qui reste bien réelle dans vos énergies. Et comprendre ça, ça ne doit pas générer du jugement en vous disant « là, c'est pas bien de faire ça », mais plutôt vous inviter à une prise de conscience. Être pleinement présent et respectueux dans ces moments d'intimité va donc être essentiel, parce que ce qu'on partage va bien au-delà du visible. C'est pourquoi en fait respecter ses propres besoins ainsi que ceux de l'autre va devenir un pilier fondamental dans ces échanges.
On est donc chacun finalement responsable de l'énergie qu'on émet et qu'on partage dans une relation, tout comme l'autre est aussi responsable de la manière dont il choisit de la recevoir ou non. En fait, c'est un échange subtil et réciproque où chaque interaction nourrit et influence l'équilibre du lien. Prendre conscience finalement de la richesse et de la complexité de ces dynamiques va nous ouvrir à une compréhension qui va être un peu plus profonde dans ce qui se passe dans les interactions humaines. Et c'est justement cette compréhension qui va nous préparer à explorer les défis et les enseignements que nos relations peuvent venir révéler en nous. Alors on l'a vu, les relations humaines, qu'elles soient amicales, familiales, amoureuses ou professionnelles, ça va être un terrain qui va être riche en émotions et en expériences, mais aussi en défis. Alors, comme vous avez sans doute déjà pu le remarquer, les relations, c'est pas toujours un long fleuve tranquille. À un moment ou à un autre, il y a des obstacles qui surgissent, qui viennent bousculer l'équilibre et qui nous obligent à réajuster. Et parfois, au lieu d'être un lieu de connexion, ces relations vont devenir des sources de frustration, des lieux où on se sent parfois même incompris ou bloqué. Alors, je suis à peu près sûr que ça vous est déjà arrivé, au moins une fois, mais je pense sans trop m'avancer plus d'une fois. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait penser de premier abord, ces défis ne sont pas là pour nous arrêter. Et bien au contraire, en fait, ce sont des opportunités. Et oui, encore une fois, des occasions d'apprendre sur nous-mêmes, sur les autres, sur ce qu'on veut vraiment. Et quand on prend le temps de comprendre ces obstacles, d'en saisir finalement l'origine, on peut enfin les transformer. Et c'est là qu'on commence à construire des relations qui sont vraiment épanouissantes. Alors, quels sont les principaux obstacles qui vont se dresser sur le chemin d'une connexion authentique et durable ? Vous allez voir, il y a de quoi réfléchir. Alors, prenez le stress par exemple. Le stress, on y est tous confrontés à un moment ou à un autre. Qu'il vienne de l'extérieur, le boulot, l'argent, la famille, la santé, ou qu'il soit un peu plus intérieur, en fait, il peut vite s'inviter dans nos relations. Alors, soyons honnêtes, ça fait jamais vraiment bon ménage. Quand on est tendu, préoccupé, qu'on n'est plus vraiment disponible pour l'autre, ça se ressent forcément. Une remarque qui est anodine va devenir comme une attaque, un silence va devenir un reproche, et la tension monte. Alors imaginez quand ces stress se croisent entre deux personnes, ça peut vite tourner au chaos. Après, il y a le temps. Vous savez, ce fameux temps après lequel on court en permanence. Pas le temps de se voir, pas le temps de parler. Et puis quand on se voit, on est à moitié présent, l'esprit est ailleurs. Ça, c'est un vrai poison pour une relation. Vous avez peut-être déjà entendu cette phrase qui disait « Il y a ceux qui vous parlent quand ils ont du temps libre, et puis il y a ceux qui libèrent du temps pour vous. » Ça dit un peu tout, c'est-à-dire que la qualité du lien, elle est là, dans le temps que l'on se dégage, en conscience surtout et pleinement. Et ça vaut pour toutes les relations, qu'elles soient amicales, familiales, amoureuses, en fait, finalement, peu importe. C'est pas juste une question de quantité de temps, mais de présence à l'autre qui va nourrir la relation. Être là, vraiment là. Parce que sinon, la relation, elle va rester en surface, et au final, c'est pas forcément ce qu'on recherche. Mais bon, en fait, même avec tout le temps du monde, il y a d'autres défis qui nous attendent dans la pérennisation de nos relations. Comme par exemple nos différences. Oui, parce qu'en fait, on l'avait vu dans le premier épisode, on est tous différents et c'est à la fois une richesse, mais en même temps un sacré défi. On va arriver dans une relation finalement avec nos bagages, nos croyances, nos habitudes, et parfois, ces différences, elles viennent se frotter à celles de l'autre. Une personne extravertie, par exemple, qui va avoir besoin de 1000 interactions sociales, et une autre qui va être plus introvertie, qui préfère la tranquillité, des fois, ça peut créer des étincelles pour trouver un terrain commun. Ou pire encore, des incompréhensions qui vont être silencieuses et qui vont finir par devenir des fossés. Et de la même façon, des divergences de valeurs sur des sujets fondamentaux comme la famille, la religion ou la manière d'élever les enfants peuvent des fois mettre à rude épreuve les liens entre deux individus et devenir surtout des terrains de conflit si on ne prend pas le temps de se comprendre. Et puis il y a aussi le jeu des attentes. Alors celui-là, il est un peu plus subtil, mais il est tellement central dans nos relations. Vous savez, ces moments où on attend de l'autre qu'il devine ce qu'on veut, ce dont on a besoin. Sauf que l'autre, il n'est pas devin. Alors forcément, il va agir autrement. Et là, patatras, c'est l'incompréhension. Vous voyez ce que je veux dire ? Par exemple, si vous êtes du genre à chercher un câlin quand ça ne va pas, mais que l'autre, lui, quand il va pas bien, il préfère qu'on le laisse tranquille. Alors qu'est-ce que vous faites ? Vous lui donnez un câlin quand il va pas bien, pensant bien faire, et lui, il vit ça comme une intrusion. Résultat, frustration des deux côtés. Pourquoi ? Parce qu'on a projeté sur l'autre nos propres besoins au lieu de chercher à comprendre les siens. En fait, c'est un petit peu comme si on offrait un cadeau qui nous plaît à nous, mais qui ne correspond pas du tout à l'autre. Et c'est là qu'on touche un point clé. C'est-à-dire que derrière nos attentes, il y a souvent une notion de besoin.
Donc pour pouvoir gérer nos attentes et éviter ces malentendus, il est indispensable de bien connaître nos propres besoins. Alors, ça peut paraître évident, mais ça ne l'est pas toujours. Combien de fois on agit sans vraiment se poser la question « mais de quoi ai-je vraiment besoin là maintenant ?» Et dans une relation, c'est encore plus essentiel. Être clair sur ses besoins va éviter de les projeter sur l'autre ou de s'attendre à ce qu'il les comble comme par magie. Dans les thèmes de numérologie stratégique que je vous propose, on explore justement cette question de besoins fondamentaux. Quels sont vos besoins profonds, ceux qui vous animent, qui influencent vos relations ? Entre autres, parce que souvent, ce qui paraît être un conflit ou une frustration, c'est en réalité qu'un besoin non exprimé ou non comblé. Alors, bien sûr, encore une fois, ce phénomène va dans les deux sens. C'est-à-dire comprendre vos besoins, c'est une chose, mais il est tout aussi crucial de vous intéresser à ceux de l'autre. Parce que des attentes mal alignées, ça peut vite conduire à des incompréhensions, voire des frustrations dans la relation. Alors pour éviter ces tensions, il faut apprendre à communiquer de manière ouverte et bienveillante. Dites ce dont vous avez besoin, écoutez ce dont l'autre a besoin, et essayez de trouver cet équilibre où les attentes mutuelles sont respectées. Après, dans les défis, il y a aussi les croyances. Vous savez, ces formes d'injonction qu'on porte en nous sans même s'en rendre compte parfois. Qu'elles proviennent de notre éducation ou de nos expériences passées ou même de nos peurs profondes, elles vont influencer fortement nos comportements. Des idées sur l'amour, sur la confiance, sur ce que doit être une relation ou ce qu'elle ne doit pas être. Parfois ce sont des modèles qu'on a vus dans notre famille, par exemple des parents qui se disputaient tout le temps ou au contraire qui évitaient tous les conflits, et hop, on reproduit ça inconsciemment. Ou alors ce sont des expériences passées qui nous marquent, une trahison, un rejet, et hop, on se protège, on met des barrières. Mais ces croyances, au final, ce sera important de savoir qu'elles ne nous définissent pas. On peut les déconstruire, les transformer, mais pour ça, il faut déjà en prendre conscience. Maintenant, il est également impossible de parler des défis relationnels sans aborder l'ego. C'est un acteur incontournable, qui est parfois invisible, souvent très visible quand même, et qui peut jouer contre nous. Parce que lui, en fait, il veut être aimé, il veut être reconnu, il veut être admiré. Mais le problème, c'est qu'il a peur, qu'il juge et qu'il compare. Et trop souvent, en fait, il va nous empêcher de voir l'autre tel qu'il est réellement. En cherchant à avoir raison, à protéger finalement notre image ou à éviter la vulnérabilité, notre ego va construire des murs là où il faudrait des ponts. Et puis il peut aussi chercher parfois à voir chez l'autre uniquement ce que l'autre pourrait lui apporter au lieu simplement de le rencontrer. Et du coup, en faisant ça, en fait, on se ferme finalement à des relations qui pourraient être juste incroyables. Et dans le pire des cas, l'ego il va alimenter les conflits. Parce qu'il veut avoir raison, il refuse d'être vulnérable. Vous voyez le tableau ? Pourtant, en fait, derrière ces mécanismes, il y a souvent une opportunité, c'est celle de dépasser nos réactions instinctives pour nous ouvrir à l'autre avec authenticité. Et puis après, que dire de la communication, ce pilier essentiel de toute relation, mais aussi l'un des terrains les plus minés. On est aujourd'hui finalement à l'ère des messages instantanés, de la communication, on parle de l'ère de la communication, et c'est ironique de constater à quel point finalement la communication véritable, c'est-à-dire celle qui implique l'écoute, la compréhension, la bienveillance, elle est devenue rare. Et trop souvent, on parle plutôt pour répondre plutôt que pour comprendre. On va réagir finalement plutôt que d'écouter. Et lorsque les mots manquent ou ils blessent, du coup la connexion va se fragiliser. Alors voilà, du coup ces défis, on les rencontre tous, à un moment ou à un autre. Ce sont comme des cailloux sur le chemin des relations, mais ils ne sont pas insurmontables. L'important c'est d'en être conscient et de ne pas se laisser piéger, et surtout de voir comment on peut avancer avec tout ça. Parce qu'en fin de compte, les relations, ce sont des miroirs. Elles reflètent nos forces, nos failles, et elles nous invitent à grandir. Et puis il y a aussi ces relations qui nous bousculent profondément. Vous savez, les relations qui nous épuisent, qui nous font douter de nous-mêmes, de notre valeur, de notre capacité à aimer ou à être aimé. Alors ça peut être dans le couple, entre amis ou même au travail. Et c'est pas juste des relations difficiles, parfois elles peuvent même être carrément toxiques. Mais voilà le truc en fait, même ces relations-là, aussi douloureuses soient-elles, ont quelque chose à nous apprendre. Parfois elles nous poussent à nous mettre en priorité, à poser nos limites ou même à aller guérir des blessures qu'on traîne depuis des lustres. En fait, ces expériences, elles sont pas là pour nous punir, non, elles sont là en fait pour nous transformer. On va prendre par exemple une trahison. Alors oui, c'est dur, mais ça peut aussi devenir une leçon sur l'importance de poser des limites ou de renforcer sa confiance en soi. C'est un peu comme si la vie nous disait « Ok, et maintenant qu'est-ce que tu vas en faire ? Est-ce que tu vas rester bloqué sur la douleur ou est-ce que tu vas chercher à comprendre ce qu'elle essaye de te montrer ?»
Parce que ces relations, finalement, elles fonctionnent comme des miroirs. Elles reflètent nos failles, nos peurs, nos blessures non guéries. Et parfois, en fait, ce qu'elles nous montrent, c'est pas très joli, mais c'est en regardant ces blessures en face qu'on peut vraiment commencer à les guérir et à les dépasser. Alors ça peut être des blessures liées à l'abandon, au rejet, à l'injustice, des choses qu'on aurait peut-être même préféré éviter, mais au lieu de les fuir ou de les rejeter, ces relations, si on commençait à les voir comme des opportunités d'apprendre, de grandir, parce qu'au fond, en fait, c'est ça qu'elles nous offrent, la possibilité de transformer la douleur en force et l'adversité en apprentissage. Et parfois, c'est même encore plus profond. Vous savez, il y a certaines relations qui s'inscrivent dans des schémas qu'on répète, un petit peu comme si elles faisaient partie d'une roue. Vous savez, en fait, ces cycles où on revit encore et encore les mêmes situations, un peu comme si la vie attendait qu'on comprenne enfin la leçon. Et ces relations-là aussi, elles sont là pour nous libérer, pour nous aider à briser enfin les chaînes du passé. Alors, c'est pas facile, mais mon Dieu, quelle délivrance quand on y arrive. Et puis, il y a des relations, on a parlé des relations difficiles, mais il y a aussi les relations toxiques. Celles où il y a manipulation, contrôle, dévalorisation de l'autre. Celles qui vont finalement vous vider de votre énergie et où vous finissez souvent par ne plus vous reconnaître. Et les signes de ces relations, c'est une absence totale de respect ou de soutien mutuel, des comportements répétitifs, que ce soit de la manipulation, des paroles blessantes, et ce sentiment constant d'être épuisé ou de perdre votre identité. Si ça vous parle, c'est peut-être le signal de faire un pas en arrière et de repenser à la relation dans laquelle vous êtes. Après, il y a un autre piège qui est très fréquent, c'est aussi la dépendance affective. Et ça, on s'en rend pas toujours compte, et je sais de quoi je parle. En fait, la dépendance affective, c'est un petit peu cette tendance à chercher chez l'autre ce qu'on n'a pas encore trouvé en soi. Vous savez, ce vide intérieur qu'on essaie de combler à travers l'autre. Le problème, c'est que ça met une pression énorme sur la relation. Parce qu'on attend de l'autre qu'il soit notre pilier, notre source de bonheur, qu'il comble tous nos besoins. Mais au final, personne ne peut porter ça. Et en fait, ça va créer des frustrations, des conflits et surtout un déséquilibre dans la relation. Quand on est dans cette dynamique de dépendance affective, on va chercher souvent une validation extérieure. On a besoin de l'autre pour se sentir bien, pour se sentir aimé et reconnu. Et si l'autre n'est pas là ou ne répond pas à ses attentes, qu'est-ce qui se passe? C'est l'angoisse, le vide. Et parfois même, on tolère des comportements toxiques et on s'oublie totalement par peur de perdre la relation. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne pourra jamais vraiment trouver chez l'autre ce qu'on n'a pas encore cultivé en nous-mêmes. Alors oui, c'est important d'aimer et d'être aimé, mais ça doit commencer par soi. Cultiver une relation saine avec soi-même, c'est le socle de toute relation équilibrée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire entre autres apprendre à poser ses limites, à dire non aussi quand c'est nécessaire, à reconnaître sa propre valeur sans attendre que ce soit l'autre qui le fasse. C'est ça, quelque part aussi, l'amour de soi. Et quand on arrive à cet équilibre, nos relations deviennent beaucoup plus saines et beaucoup plus riches. Alors moi aujourd'hui, en fait, quand je parle de relations, j'ai plutôt envie de voir les relations comme un partenariat. Alors ce mot, il peut paraître un petit peu froid au premier abord, mais en réalité, il est plein de profondeur. Parce que dans un vrai partenariat, les deux personnes s'engagent à créer quelque chose ensemble. Une sorte d'espace de co-création, d'amour, de soutien mutuel. Alors d'amour au sens large, bien sûr. Et c'est ce qui est intéressant, en fait, c'est qu'une relation, c'est pas juste la somme de deux personnes. Et voilà, c'est un peu mon ressenti. C'est presque comme si, en fait, il y avait une troisième entité qui naissait de cette union avec une histoire, un début et aussi une fin. Imaginez, par exemple, vous avez du bleu et vous avez du jaune. Et du coup, je pense que vous avez tous appris ça. Quand vous les mélangez, ça donne du vert. Et ce vert, c'est un peu comme si c'était la relation. Une sorte de couleur nouvelle qui est différente et qui va n'appartenir ni totalement au bleu, ni totalement au jaune, mais qui va dépendre de ce que chacun y apporte. Et ce mélange, c'est à la fois beau et complexe. Et la relation, elle va devenir un peu cet espace commun qui évolue avec le temps, selon ce que chacun met dedans. Et c'est là que ça devient intéressant parce qu'en fait, tout ce qu'on met dans ce sorte de réservoir en commun va avoir un impact. On peut y mettre de l'amour, de l'attention, des petites actions du quotidien comme un merci, un geste de soutien, ses compétences, ses savoirs à partager ou juste le fait d'être présent. Mais ce réservoir, il peut aussi se remplir avec des choses moins positives, par exemple comme des tensions, des jugements, des incompréhensions, et chacun va être responsable de ce qu'il met dedans. Alors évidemment, plus on nourrit ce réservoir avec de belles choses, plus la relation peut prospérer. Et dans un partenariat, pour qu'il reste équilibré, il y a une notion qui est essentielle, qui est l'équité. Alors l'équité, c'est pas forcément donner la même chose au même moment, mais c'est donner en fonction de ses capacités. Imaginez par exemple que vous partiez en vacances à deux et que vous fassiez un pot commun pour les finances. Si vous gagnez 6 000 € par mois et que l'autre personne ne touche que le SMIC,
est-ce que ce serait vraiment juste que vous mettiez tous les deux 500 € dans ce pot ? Probablement pas. Alors, ce serait certes de l'égalité, mais pas de l'équité. Parce que l'équité, c'est adapter la contribution de chacun à ses moyens et à ses ressources. Et c'est exactement la même chose dans une relation. Donner de manière équitable, ça va être essentiel, surtout quand la vie va nous imposer ses hauts et ses bas. Et parfois, l'un des deux partenaires va traverser une période difficile et peut du coup moins investir dans le réservoir en commun de la relation. Et c'est à ce moment-là que l'autre peut venir compenser en offrant plus de soutien émotionnel ou en prenant un peu plus de responsabilité, par exemple. Mais attention, parce que pour que la relation reste saine, cet équilibre doit s'ajuster sur le long terme. Sinon, si une personne donne constamment plus que l'autre, il risque d'y avoir des ressentiments qui vont s'installer. Et c'est souvent dans ces moments-là que la relation se fragilise. Alors au final, il ne s'agit pas de chercher toujours à être à 50-50. La clé, en fait, c'est que chacun donne ce qu'il peut selon ses capacités et ses besoins à un moment donné et que ça convienne à tout le monde. Et en trouvant cet équilibre, en fait, on construit une dynamique qui va être fluide et harmonieuse, où les deux partenaires se sentent respectés, soutenus et engagés, surtout de manière équitable. Et c'est ainsi que le réservoir commun va rester nourri en évitant qu'il ne se vide ou que des déséquilibres n'apparaissent. Parce que quand ce réservoir est déséquilibré, on commence à en ressentir les effets. Une sensation de solitude, des frustrations qui s'accumulent, une perte de complicité dans la relation. Et là, il faut se poser des questions. Qu'est-ce que je mets finalement moi dans ce réservoir ? Et qu'est-ce que l'autre il y met ? Est-ce qu'on nourrit cette troisième énergie ensemble ou est-ce que l'un des deux porte tout à bout de bras ? Un autre point qui va être important, c'est de comprendre que la relation elle-même peut être toxique, sans que l'un ou l'autre des partenaires ne soit forcément toxique. Et parfois, c'est simplement la dynamique qui ne fonctionne pas, qui nous épuise ou nous abîme. Et dans ces cas-là, il est parfois nécessaire de revoir la relation, de la transformer, ou même dans certains cas, d'y mettre fin. Et c'est pas un échec, mais plutôt une façon de préserver ce qu'il y a de bon en nous. Finalement, les relations, ce sont des espaces qu'on construit ensemble, un peu comme une maison. Parfois, il faut repeindre les murs, parfois on doit renforcer les fondations, parfois il faut démolir pour reconstruire. Et ce qui compte, c'est d'être conscient de ce qu'on y apporte et de ne pas oublier que la clé, c'est de cultiver ce mélange unique, vous savez, ce vert qui représente la relation, ce subtil mélange entre le jaune et le bleu, parce qu'en fait, c'est là que réside toute la magie, dans cette nouvelle couleur qu'on crée à deux. Si on prenait maintenant un moment pour réfléchir ensemble, quels sont vos véritables besoins et vos valeurs dans vos relations ? Comment contribuez-vous chaque jour à nourrir ce réservoir commun qui fait vivre vos partenariats ? Et surtout, êtes-vous prêt à regarder vos propres vulnérabilités en face, non pas comme des faiblesses, mais plutôt comme des portes vers des liens plus profonds et authentiques ? Parce qu'en fin de compte, les relations ne vont pas se résumer seulement à ce qu'on donne ou ce qu'on reçoit. C'est aussi le reflet de la manière dont on s'engage avec soi-même et avec l'autre, avec sincérité et intention. Alors vous, comment transformez-vous tout cela en des liens harmonieux, conscients et véritablement épanouissants ? Après, vous savez, nos relations extérieures, elles sont jamais très loin de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Si on y réfléchit, la manière dont on se perçoit, dont on s'aime, ça va conditionner tout. Un peu comme si on construit une maison, l'amour-propre, c'est la fondation. Et si elle est solide, la maison peut affronter les tempêtes, sinon elle va vaciller à la moindre brise. Donc s'aimer soi-même, je vous le rappelle, c'est pas être égoïste, c'est juste poser des bases solides. Quand on se respecte et qu'on se valorise, on peut établir des limites saines. Par exemple, imaginez que quelqu'un essaie de poser ses valises d'émotions chez vous. Si vous êtes bien ancré dans votre amour-propre, vous saurez dire « écoute, je peux t'aider, mais pas au point de me perdre dans le processus ». Et c'est là qu'on va trouver un véritable équilibre. Et puis s'aimer, en fait, ça change tout dans nos relations. Parce que quand on ne cherche pas à combler un vide à travers l'autre, on peut aimer de manière beaucoup plus authentique et plus libre. On n'attend à ce moment-là pas que l'autre soit une béquille, mais plutôt un partenaire, comme on l'a vu, et ça permet des échanges réels, des relations où chacun peut évoluer à son rythme. Après, soyons honnêtes, tout ça, ça ne veut pas dire qu'on doit réellement être parfait. S'aimer, c'est aussi accepter ses imperfections, ses blessures, ses moments de doute. Parce qu'en fait, en réalité, c'est là qu'on va trouver toute notre humanité. Et en acceptant ça chez soi, on devient aussi plus tolérant envers les imperfections de l'autre. Parce que quand on n'a pas cette connexion à soi, c'est là que tout peut déraper. On peut tomber dans des schémas de dépendance émotionnelle, comme on l'a vu, chercher chez les autres des réponses qu'on ne trouve pas en nous-mêmes. Ça peut créer des relations déséquilibrées, basées sur des attentes irréalistes.
Vous savez, comme ces situations où où on projette nos peurs et nos insécurités sur l'autre en espérant qu'il les résolve pour nous, le sauveur. En fait, la clé, c'est l'autonomie émotionnelle. Apprendre à apprivoiser ses émotions et les canaliser, à être bien avec soi-même sans attendre que l'autre nous sauve. Alors, ça ne veut pas dire qu'on doit tout faire seul ou qu'on ne peut pas demander d'aide, mais il s'agit de comprendre que notre bien-être dépend avant tout de nous. Par exemple, prendre un moment pour soi quand on sent que ça déborde, pratiquer des choses qui nous ancrent, comme la méditation ou une simple balade, ça peut tout changer. Je vous invite d'ailleurs à écouter les différents épisodes sur les émotions, l'amour comme clé à l'épanouissement qui vous éclaireront peut-être un petit peu plus. Et puis il y a aussi cet équilibre délicat entre indépendance et interdépendance. Vous savez, être indépendant, c'est pas vivre en ermite émotionnel, c'est avoir en fait cette capacité à être bien avec soi tout en étant ouvert à l'autre. C'est un peu comme deux danseurs, en fait chacun va avoir sa propre énergie mais ils vont créer une harmonie ensemble. C'est un peu ça l'interdépendance et c'est ça qu'on va rechercher dans une relation. Quand on va cultiver cet équilibre, nos relations vont devenir plus profondes, plus vraies. On ne cherche plus à combler un vide, mais à partager et à grandir ensemble. Et c'est là que la magie opère, dans cette capacité à se connecter à soi pour mieux se connecter à l'autre. Alors après, l'étape d'être dans une bonne relation avec soi-même, vient l'étape du partage de la relation avec les autres. Parce qu'en fait, une relation épanouie, ça se trouve pas comme ça se construit. Ça va demander de l'intention, du respect et surtout de la patience. Et ce qui compte vraiment, c'est la qualité de la connexion. Être présent, mais vraiment présent. C'est-à-dire écouter sans chercher immédiatement à répondre, offrir à l'autre un espace où il ou elle se sent compris, accepté. Ça peut tout changer. Et ça commence souvent par deux petites choses, comme poser son téléphone, regarder l'autre dans les yeux, lui montrer qu'il est important pour nous. Puis il y a aussi la gratitude. Vous savez, en fait, on a tendance des fois à oublier de remercier l'autre pour ce qu'il ou elle nous apporte dans notre vie. Et pourtant, prendre ce temps de dire ce qui nous touche, même si c'est juste une petite intention, ça nourrit énormément la relation. Et dans les moments où ça va moins bien, être un allié, une épaule sur laquelle l'autre peut s'appuyer, c'est essentiel aussi. Ce qui va être important aussi, c'est de trouver un équilibre. Alors, pas une balance parfaite chaque jour, mais un sentiment global de réciprocité. Donner avec le cœur sans attendre un retour immédiat, mais aussi savoir accepter ce que l'autre nous offre sans culpabilité. Parce que donner, des fois c'est facile, mais recevoir, ça l'est un peu plus. Et ça, c'est important. Parce qu'en fait, si on donne tout sans jamais recevoir, ou qu'on refuse ce qu'on nous offre, on finit par créer les déséquilibres qui fragilisent la relation. Vous avez ce fameux pot commun, en fait, qui crée cette relation. Puis il faut être attentif aussi aux besoins de l'autre. On n'a pas tous les mêmes attentes, il y en a qui ont besoin de beaucoup de proximité, d'autres qui ont besoin de solitude pour se ressourcer. En fait, ce qui va être important, ça va être de pouvoir en parler et de chercher un équilibre. S'ajuster sans jamais s'oublier soi-même, c'est tout un art, mais c'est la clé pour que chacun se sente respecté. Et puis pour prendre soin de l'autre, il faut déjà prendre soin de soi. Parce qu'une relation ne peut pas être plus solide que les deux personnes qui la composent. Ce qui fait que si on s'oublie, qu'on néglige nos propres besoins ou qu'on ignore nos limites, ça finit par créer de la frustration et de la rancune. Alors, s'occuper de soi, comme on l'a vu, c'est pas égoïste, c'est une manière de donner le meilleur de soi-même dans la relation. Et bien sûr, dans une relation, il y aura forcément des désaccords. Mais un conflit, c'est pas forcément un échec, c'est même parfois une chance d'apprendre quelque chose sur soi, sur l'autre ou sur la relation elle-même. L'important, ça va être plutôt comment on aborde ces conflits. Ça va commencer déjà par accueillir les désaccords avec un peu plus d'ouverture sans les voir comme une attaque personnelle. Et surtout éviter de tomber dans les reproches ou les généralisations. Au lieu de dire tu fais jamais attention à moi, on pourrait plutôt dire je me sens ignoré quand tu fais ci ou quand tu fais ça. Ça paraît idiot, mais ça change tout parce qu'en fait ça permet à l'autre de comprendre ce qu'on ressent sans se sentir attaqué. Et dans ces moments-là, en fait, il faut aussi savoir écouter. Pas juste pour répondre ou pour se défendre, mais pour vraiment comprendre ce que l'autre vit, ce qu'il ressent. Parce que quand on se sent entendu, c'est beaucoup plus facile d'écouter à son tour et de trouver un terrain d'entente. Et une fois les émotions apaisées, c'est là qu'on peut commencer à chercher des solutions ensemble. Pas pour gagner ou pour avoir raison, mais pour trouver ce qui fonctionne pour les deux. Et puis il y a le pardon aussi, parce que parfois on a beau trouver une solution, on reste des fois coincé dans ce qui s'est passé. Et donc apprendre à pardonner, ça ne veut pas dire qu'on oublie ou qu'on minimise ce qui nous a blessés, mais c'est choisir de ne pas laisser le conflit définir la relation. Donc une fois que c'est réglé, on lâche prise, on accueille, on tourne la page pour trouver une sérénité ensemble. Alors vous voyez, construire une relation épanouie, c'est loin d'être simple, mais en fait quand on cultive tout ça,
l'écoute, la présence, la gratitude, le respect, et qu'on apprend à traverser les conflits avec maturité, on peut vraiment créer quelque chose de beau et quelque chose qui peut grandir avec le temps. Donc une relation, en fait, c'est bien plus qu'une simple rencontre entre deux personnes. Et comme on l'a vu, elle crée une sorte de troisième identité qui est la relation elle-même. Et comme toute entité vivante, en fait, elle a une naissance, une histoire et une fin parfois, même souvent. Mais une séparation, c'est pas nécessairement un échec ou une tragédie. En fait, ça peut être aussi une transition, un moment de transformation, voire même une opportunité. Alors, on va explorer un petit peu ensemble ce que la séparation peut nous apporter. Parfois, en fait, c'est pas vraiment la personne qu'on doit quitter, mais plutôt la forme que prend la relation. Une relation, elle peut évoluer, elle peut changer et elle peut nécessiter un éloignement temporaire ou définitif. Ce qui nous est destiné trouvera toujours un chemin vers nous. Et les liens d'âme, ceux qui vont transcender l'ego, sont indéfectibles. La clé, ça va donc être d'apprendre à quitter avec respect, un respect pour soi, pour l'autre et pour ce qui a été partagé. Une séparation, ça ne doit pas signifier tout éteindre. En fait, il s'agit de laisser entrer ce qui vient avec amour et de laisser partir les choses sans claquer toutes les portes. Ça demande du coup de la communication, de la lucidité et surtout une bonne dose de bienveillance. Parce que bien souvent, quand une relation se termine, on a plutôt tendance à le vivre comme une perte ou comme un échec. Mais si on changeait de perspective, et si on la voyait plutôt comme une étape naturelle de la vie, parce que les relations, elles ont un cycle, elles commencent, elles évoluent, et puis parfois elles atteignent un point où leur rôle finalement est accompli. Et chaque relation, on l'a vu, nous apprend quelque chose, que ce soit sur l'amour, la communication ou sur nous-mêmes. Et quand une relation finalement a rempli sa mission d'apprentissage, parfois il peut être nécessaire de tourner la page. Ça signifie pas en fait oublier ou minimiser l'importance de cette relation, mais simplement reconnaître qu'il est temps d'évoluer chacun de son côté si les chemins en fait ne peuvent plus continuer ensemble. Et surtout, en fait, il faut se libérer de la culpabilité. Parce qu'une relation qui se termine, c'est pas un échec, c'est une étape. On n'a pas toujours le contrôle sur les circonstances, mais on a le choix d'accepter, d'apprendre et surtout de continuer à avancer. La fin d'une relation, elle va marquer souvent un retour à soi, en fait. C'est bien le moment où, même si c'est très douloureux, en fait, ça va plutôt être une invitation à la réflexion, à la guérison et à la transformation. Après une rupture, en fait, c'est important du coup de s'accorder le temps nécessaire pour intégrer toutes les leçons apprises dans la relation et se reconnecter à ses besoins profonds. La rupture, elle nous amène finalement à un espace pour réfléchir. Qu'est-ce que j'ai appris dans cette relation ? Quelles sont les erreurs que je ne veux plus répéter ? Ces temps d'introspection, en fait, ils vont permettre d'identifier les aspirations, les forces et les aspects de soi qui méritent d'être encore travaillés. Parce que la douleur, en fait, elle n'est pas là pour nous briser, mais pour nous pousser à grandir encore une fois. Et c'est dans ces moments de vulnérabilité que l'on découvre ses véritables forces. Donc chaque séparation, c'est quelque part une chance d'évoluer, de se libérer des schémas anciens et de se préparer à quelque chose de nouveau. Alors, est-ce qu'une séparation, c'est un drame ? Pas forcément. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un passage, certes très souvent difficile, mais nécessaire. Et en fait, la séparation, elle va permettre de vous libérer de l'espace, de l'énergie pour quelque chose de nouveau. C'est pas une fin en soi, mais plutôt une transition. Et comme toute transition, elle peut être l'occasion de mieux se connaître, de grandir et de renaître. Parce qu'en quittant ce qui n'est plus aligné avec qui nous sommes devenus, on s'ouvre à des relations plus authentiques, plus respectueuses et surtout plus en phase avec nos aspirations actuelles. Et parfois, c'est dans cet acte de courage de pouvoir se libérer qu'on va retrouver justement une nouvelle liberté et une nouvelle version de soi-même qui correspond et qui est beaucoup plus alignée. Comme vous le voyez, les relations sont bien plus que de simples rencontres ou des alliances pratiques. En fait, elles sont le reflet vivant de notre humanité, un terrain où va se jouer une part essentielle de qui nous sommes. Chaque lien, qu'il soit doux ou complexe, éphémère ou durable, nous offre une richesse inestimable. Et si on prenait un instant pour y réfléchir ? Qu'est-ce que vos relations vous ont appris sur vous-même, récemment ou au fil des années ? Ces relations, ce sont des miroirs, parfois flatteurs, parfois inconfortables. Elles nous renvoient nos forces comme nos blessures, nos aspirations comme nos peurs. Quand vous êtes face à quelqu'un, est-ce que vous voyez uniquement cette personne ? Ou est-ce que parfois ce sont vos propres échos intérieurs qui résonnent en retour ? Parce qu'au fond, dans chaque rencontre, il y a aussi tout ce qui cherche à être vu, entendu et aimé en nous.
Mais au-delà des mots ou des gestes, il y a ces connexions invisibles, ces énergies subtiles qui circulent en nous. Avez-vous déjà ressenti cela, cette impression que une simple présence pouvait tout changer ? Ce tissage énergétique en fait est unique à chaque relation et il nous offre un espace incroyable de transformation. Mais voilà, les relations ne sont pas toujours faciles et c'est bien là toute leur magie. Elles exigent de nous une authenticité, une ouverture et parfois un courage immense. Parfois elles nous confrontent à nos ombres, à nos attentes irréalistes ou nous apprennent l'art délicat de poser des limites. Pensez à une relation qui a été particulièrement difficile pour vous. Qu'avez-vous appris de cette expérience ? Et puis il y a cette vérité incontournable. La qualité de nos relations dépend de celle que nous entretenons avec nous-mêmes. Est-ce que vous prenez le temps de vous connaître vraiment, de vous respecter, de vous aimer ? Parce que plus on cultive cette relation intérieure, plus nous sommes capables d'offrir cette même qualité de présence aux autres. Alors bien sûr, cela signifie parfois accepter que des liens évoluent ou se terminent. Alors comment vivez-vous ces moments de séparation ? Plutôt comme des échecs ou comme des opportunités de transformation ? Parce que même lorsqu'une relation s'arrête, elle ne disparaît pas vraiment. Elle nous laisse une empreinte, une leçon et une chance de nous réinventer. Alors si on regardait nos relations avec un peu plus de gratitude et de curiosité, et si on acceptait qu'elles ne sont pas là pour nous donner des réponses toutes faites, mais pour nous poser les bonnes questions. Quelle relation dans votre vie vous pousse à avancer, à grandir, à évoluer ? Au fond, les relations ne sont pas une destination, elles sont un chemin qui nous invite à explorer, à aimer, à apprendre et à célébrer l'immense richesse d'être en lien avec les autres, mais aussi avec nous-mêmes. Merci de m'avoir écouté. J'espère que les réflexions partagées aujourd'hui vous ont inspiré et vous ont donné des clés pour vous reconnecter à votre vraie nature et à votre potentiel d'être multidimensionnel. N'oubliez pas que chaque pas vers la connaissance de soi, c'est un pas vers un épanouissement authentique. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à le liker, à me laisser un commentaire et à le partager avec ceux qui pourraient en bénéficier. Ensemble, on peut apporter un peu plus de lumière dans la vie des autres. Si vous souhaitez en savoir plus sur moi et ce que je propose, ou si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, je vous invite à visiter mon site internet www.antares-thérapie.fr. Rappelez-vous dans tout ce que nous avons abordé aujourd'hui de garder votre libre arbitre. Ne prenez que ce qui résonne en vous, parce que je ne détiens aucune vérité. Je partage en toute simplicité mes connaissances, mon expérience et des clés de compréhension qui, je l'espère, vous seront utiles. Alors, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez bien soin de vous. À très bientôt.